Bonjour, je vais me lever comme ça, vous me verrez bien. Trois petites questions, je pense. J'ai été un jour très gamin, souvent en culotte courte, on était souvent dans les champs, on n'était jamais piqué par les tiques. Maintenant, les gamins ne peuvent pas aller se promener dans les bois et revenir. Donc, est-ce qu'il y a plus de piqûres de tiques maintenant qu'il y a 50 ans? Donc, peut-être une explication à l'augmentation de consultations dans ce domaine. Que répondre à nos patients qui vont voir des spécialistes de la maladie de Lyme et qui les envoient faire des bilans en Luxembourg, en Allemagne, chez le vétérinaire, parce qu'ils ont des tests plus efficaces que les nôtres. Voilà, c'est surtout ces problèmes-là qu'on rencontre souvent, nous, dans nos consultations. Pierre, tu prends la première? Non, je vais prendre la première. De temps en temps, en psychiatrie, vous savez qu'on soigne des troubles phobiques et à Paris où je travaille, parfois les gens viennent consulter, ça paraît curieux, mais pour la phobie des pigeons. C'est une maladie ridicule et très invalidante pour un Parisien et pour beaucoup de gens qui vivent ailleurs. Et ces patients, ils peuvent me dire, en venant me voir, combien ils ont vu de pigeons entre la descente du métro station Ballard et l'arrivée à Pompidou. Il n'y en avait pas plus, mais ils peuvent venir, il y en avait 2 à l'abribus, il y en avait un derrière le truc, etc. Donc, je pense qu'une partie de l'augmentation du nombre de piqûres ou d'observations d'éthique tient au fait de ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire la préoccupation et l'observation de ces piqûres. C'est une réponse qui, bien sûr, va être complétée par le professeur Tadevin, mais je pense que ce point-là est très important. Quand on craint quelque chose, on observe ce quelque chose. Alors moi je ne suis pas entomologiste, mais on a eu quelques réunions avec les collègues qui font tous les ans depuis 10 ou 15 ou 20 ans des récoltes de tiques avec des grands tissus qui vont dans différents endroits. Et c'est très hétérogène au niveau géographique, c'est très hétérogène dans le temps, mais ce n'est pas tellement la densité des tiques qui semble avoir changé, c'est juste que on est sans doute de plus en plus souvent exposé. Mais je n'ai pas vu, et on avait un entomologiste dans le groupe des recos, d'infos comme quoi il y aurait de plus en plus de tiques dans la nature. Et peut-être pour enchaîner sur la question après, oui, qui était qu'est-ce qu'on fait avec ces patients qui viennent d'aller voir des Lyme doctors ou qui vont encore les revoir? Je pense vraiment la chose la principale, mais Xavier l'a bien dit, c'est qu'il faut y consacrer un peu de temps. Nous, on fait toujours des doubles plages de consultes, les écouter sans idée préconçue, essayer de trouver dans ce qu'ils nous racontent, dans ce qu'ils nous amène comme classeur avec toutes les infos et les résultats, des points sur lesquels on arrive à attirer un peu leur attention et à leur faire prendre conscience du délire que c'est d'avoir déjà dépensé 5 000 € à envoyer des examens qui ne sont pas validés et du coup pas remboursés. Il n'y a pas de formule magique. Ce qu'on peut dire, c'est que les collègues en France qui ont commencé à développer ces consultes-là, on est plutôt plus rassurés que ce qu'on était avant de commencer cette activité-là. C'est qu'on trouve qu'au fil du temps, ça pèse un petit peu. Franck Ginger, médecin généraliste remplaçant à Rennes. Je voulais poser une question par rapport à... J'ai vu des collègues et même des patients qui demandaient d'analyser les tiques retirées, notamment auprès de services vétérinaires. Et j'ai vu des collègues qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà fait. Quelle est la pertinence de cette pratique? Nos entomologistes ne l'ont pas recommandé parce que ça coûte assez cher. Et c'est finalement, on peut juste identifier un risque ou l'absence de risque. Et si la PCR est positive pour le Lyme, il y a un risque. Et si elle est négative, c'est qu'il n'y en a pas sur le Lyme. Mais ça répond que à ça. Et finalement, ça ne vous dira pas s'il y avait des co-infections possibles. Et ça ne vous dira pas non plus, même si vous voyez un Lyme dans la tique, la probabilité de transmission est tellement faible que ça n'a pas un énorme intérêt. Surtout qu'on part d'un chiffre qui est 10 à 20% des tiques sont contaminées dans la plupart des régions françaises. Merci. Bonjour. Alors, moi, j'exerce pas très loin de Nice, alors j'ai pas trop de problèmes de Lyme. J'ai une question pour Monsieur Lemogne. Vous avez parlé des patients qui pouvaient être rassurés et contents d'avoir un diagnostic. Ça m'a fait penser à une jeune patiente qui a des algies diffuses chroniques, à laquelle on a fini par parler de fibromyalgie, dont l'algologue a pris la décision de la traiter par IRS et elle en est très fâchée. Au contraire, et on a du mal à lui expliquer parce qu'elle me dit, voilà, on me dit fibromyalgie, mais j'ai quelque chose de vrai, j'ai pas une fibromyalgie, et on me donne des antidépresseurs parce que finalement, on croit que je suis zinzin et personne n'a trouvé. Donc, lui donner un diagnostic, ça lui a pas plu du tout. Merci pour cette question. Je pense que ce qui a plu, en tout cas ce qui a été réconfortant pour cette patiente, c'est qu'on donne un diagnostic comme signe que la médecine reconnaît sa souffrance.
Et ensuite, la façon dont elle a reçu la préconisation d'un traitement par ISRS, c'est que ces traitements, et là je pense que c'est l'industrie pharmaceutique qui a beaucoup fait pour qu'on les appelle antidépresseurs. Alors, ils ne sont pas que antidépresseurs, ils ne sont pas toujours antidépresseurs, comme on le sait malheureusement. Ce sont des produits qui sont inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. Donc ils peuvent être chez certains patients antidépresseurs, ils sont anxiolytiques. Si vous souffrez d'éjaculation précoce, ça marche pas mal aussi. Enfin, il y a plein de raisons de prendre ces traitements. Ils font ce que peut faire un traitement inhibiteur de recapture de la sérotonine. Et ils peuvent soulager des patients d'un syndrome somatoforme douloureux qui n'ont pas de comorbidité dépressive. Et ça, c'est une réalité désormais montrée dans certains travaux. Le problème, c'est que comme il y a marqué antidépresseur, ça signifie que, en dépit des dénégations, plus exactement ce que vous aurez dit auparavant, que vous ne pensez pas nécessairement que c'est un trouble psychiatrique, apparaît quand vous sortez l'ISRS sur votre ordonnance, évidemment, ça apparaît comme le fait que vous avez été dans la dénégation de cet aspect. Donc je pense que c'est très important d'expliquer pourquoi on prescrit un traitement sérotoninergique. En quelques mots, on va dire ce que fait la sérotonine, c'est-à-dire fixer, entre autres, fixer le niveau d'alerte dans lequel est notre cerveau vis-à-vis des informations menaçantes, et va essayer de le réduire pour nous permettre d'être un peu plus tranquille. Et ça peut marcher dans la dépression, ça peut marcher dans les troubles anxieux, et ça peut marcher bien sûr dans les troubles somatoformes. Sans explication du rôle de la sérotonine, on s'en sort mal. Donc il faut y consacrer 2-3 minutes. Il nous reste le temps pour 2 questions. Oui, Yannick Carillo, toujours au balcon. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce que nous annoncent les Lyme Doctors sur les crypto-infections et puis la polémique sur les niveaux de seuil des tests proposés? Pour ce qui est de la crypto-infection, on a deux éléments de réponse assez forts. Il y en a un qui est qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire des expérimentations qui ont été faites. On arrive quand même à la faire pousser, la bactérie, c'est compliqué, mais on y arrive. Et on n'a jamais vu dans ce type d'expérience la possibilité de faire repousser les bactéries après. Donc il peut rester des morceaux d'antigènes, mais ce n'est pas vraiment de la crypto-infection, c'est quelque chose qui entretiendrait les symptômes, mais qui ne justifie pas de reprendre des antibiotiques, puisque ce n'est pas des bactéries vivantes. Et l'autre chose qui est peut-être l'argument le plus fort, c'est que dans les différentes études que je vous ai montrées rapidement, c'était ça qui visait en fait, c'est-à-dire de prolonger les traitements avec 2-3 mois, des antibiotiques qui sont actifs sur l'intracellulaire, des macrolides, du plaquenil, des cyclines. Et si leur hypothèse avait été bonne, ça aurait dû apporter un bénéfice, et ça n'en apporte vraiment aucun. Donc il y a 2 raisons de penser que la crypto-infection n'a pas du tout de traduction biologique. Et pour ce qui est du seuil, c'est comme tous les tests biologiques. Moi, je ne suis pas biologiste, mais pour être validé, un test, il faut qu'il dépose un dossier et c'est validé par l'agence du médicament. Donc ils ont des seuils différents en fonction des maladies. Et toutes les sérologies qui sont recommandées en France, qui sont les mêmes que celles qui sont recommandées aux États-Unis ou en Allemagne ou partout où on veut, sont celles qui ont montré que chez les gens malades, c'est positif et que chez les gens pas malades, c'est négatif. Donc il ne faut pas considérer que c'est différent des autres sérologies pour les autres maladies infectieuses. C'est traité de la même manière, c'est juste le battage médiatique qui est un peu différent. Pour la préparation de cette plénière, j'ai regardé un peu la littérature, Yannick, et on trouve en effet des gens qui ont essayé de montrer la persistance de la bactérie après un traitement. Alors tu trouves des choses sur des filaments d'ADN, des morceaux chez des singes macaques rhésus, dans des broyades de ganglions. Tu vois à peu près le niveau de preuve. Voilà. Et pas beaucoup en plus. Donc, Badr Richard du DMG de Créteil. Merci, je peux enfin intervenir. Merci beaucoup. J'avais une question sur les thérapeutiques non médicamenteuses dans les troubles du symptôme somatique. Donc, on a parlé des ISRS qui semblent avoir un niveau de preuve faible sur l'efficacité sur les troubles du symptôme somatique. Moi, je voulais parler des techniques cognitivo-comportementales notamment, qui ont une efficacité faible à modérée, dans la mesure où c'est souvent des patients volontaires qui participent aux études, notamment sur les TCC. Donc je voulais savoir ce qui était validé. En plus des TCC, je sais qu'il y avait aussi les thérapies physiques, sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de niveau de preuve. Donc je voulais savoir ce qu'on avait comme autre arme, à part les ISRS, qui ont un niveau de preuve qui est très modéré.
Absolument, vous avez fait la réponse à votre question. Je pense que la première chose qui est à faire, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire la reconnaissance du diagnostic, enfin de la souffrance, et la proposition d'un diagnostic positif, qui en général est déjà l'essentiel si on y parvient. Ensuite, ce qui bénéficie d'un bon niveau de preuve quand on regarde des syndromes somatiques fonctionnels très bien spécifiés, comme le trouble fonctionnel intestinal ou la fibromyalgie, ce seront quand même les thérapies cognitives et comportementales, et en particulier, c'est peut-être ce qui est le plus facile à mettre en place en pratique clinique quand on n'est pas soi-même psychothérapeute, ce sont les thérapies d'exposition. Donc par exemple pour la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, le réentraînement à l'activité physique est quelque chose qui est positif et qui peut être interprété comme une thérapie d'exposition. Dans la recherche un peu compulsive d'informations sur Internet, un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut exposer les patients avec leur accord, en leur expliquant le rationnel, à des périodes courtes d'incertitude. D'abord un jour sans forum Internet, puis 2 jours, puis 3 jours, puis 1 semaine, et leur proposer de faire eux-mêmes le constat de qu'est-ce que ça suscite chez eux en termes d'inquiétude et ou de symptômes. Et puis, il y a un niveau de preuve important également dans le fait que les thérapies d'exposition font mieux que les thérapies de gestion du stress dans les troubles fonctionnels intestinaux. C'est-à-dire, si on compare une thérapie dans laquelle on se dit, je caricature un peu, mais voilà, les symptômes fonctionnels intestinaux sont une expression d'une détresse émotionnelle liée au stress. Donc, on va apprendre à ces patients d'autres techniques de gestion du stress, relaxation ou autres, versus des thérapies d'exposition dans lesquelles on va essayer de repérer tout ce que font les patients pour échapper à leurs symptômes et on va leur demander de réintroduire ces comportements petit à petit. Eh bien, contrairement aux idées reçues, en tout cas à l'époque, on fait mieux avec une thérapie d'exposition qu'avec une thérapie de gestion du stress. Donc, il y a quand même, si le niveau de preuve est faible pour tous syndromes confondus, pour des syndromes somatiques fonctionnels spécifiques, clairement, on fait mieux avec des thérapies cognitivo-comportementales qu'avec la recherche d'une cause et de traitements spécifiques. Et absolument pour les ISRS, le niveau de preuve est faible. J'ai essayé, grâce à l'article de Pitron et donc de Cédric, qui est dernier auteur, là, sur la revue de médecine interne, l'image du bain chaud pour expliquer l'anticipation et le déconditionnement à l'effort. C'est-à-dire, je fais couler un bain, je sais qu'il est à 37, qu'il ne va pas me brûler, mais quand je mets mon pied, j'ai l'impression que je vais me brûler. Puis les sensations font en sorte que je sais que je ne veux pas me brûler. Et en fait, les patients, ils se déconditionnent et ils ne s'exposent plus à aucun effort avec ce mécanisme. Et juste en expliquant ça, donc c'est de la TCC faisable au cabinet en 10 minutes. J'ai eu pas mal de résultats. Je conseille à tout le monde d'essayer. Il faut s'entraîner. Hein. C'est toujours... faut le faire plusieurs fois. Vous savez, la première fois qu'on a prescrit un IRS, on n'était probablement pas bon. Maintenant, on progresse. En parallèle avec l'exercice physique, si les gens avaient auparavant une activité physique, il est très important. Si vous imaginez que vous ne pratiquiez plus la course à pied depuis quelques années, vous décidez de vous y remettre. Qu'est-ce qui va se passer après votre séance de 5 ou 6 ou 10 km? Vous allez avoir des courbatures, vous avez mal partout, etc. Probablement, vous allez interpréter ces douleurs et ces symptômes comme le signe que vous vous remettez en condition physique. Et donc, vous allez poursuivre, continuer, et petit à petit, vous allez devenir de plus en plus endurant, et avec 10 km, ça ne vous fera plus rien. Mais si vous interprétez les symptômes suite à l'exercice physique comme le signe que vous avez abîmé votre organisme, vous allez réduire votre activité et devenir de plus en plus sensible à l'activité physique. Donc là, la croyance fait tout, mais elle fait tout parce qu'elle influence le comportement. Merci beaucoup pour ces interventions et merci pour vos questions.